Bonjour, vous écoutez l'épisode 142 d'Avez-vous choisi, le podcast pour entreprendre sa vie à sa façon. Je suis Oriane Savouré-Lucas, serial choisisseuse et coach de vie choisie. J'accompagne les personnes entreprenantes qui questionnent leur cadence exigeante et qui aspirent à déployer leurs projets sans se perdre de vue. Pour ça, je les accompagne à se poser pour revenir à leurs essentiels, à doser leurs efforts pour faire mieux plutôt que plus et à oser se créer une vie sur mesure, à la fois plus légère et plus profonde. D'ailleurs, si cette approche résonne et si vous pensez que le temps est venu d'investir en vous, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi via mon site orianesavourelucas.com. Nous aurons une conversation en visio, offerte et sans engagement, durant laquelle nous allons explorer votre enjeu du moment, dans quelle mesure un coaching est pertinent pour vous et si et comment nous aimerions travailler ensemble prochainement. Avez-vous choisi le podcast ? Ce sont 3 formats pour explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Le billet, où je partage des questionnements, réflexions et ressources pour choisir sa vie. La conversation, avec une personne et son précieux supplément d'âme pour se laisser inspirer par des trajectoires de vie singulières. Et l'éclairage, où j'échange avec des auditeurs un peu bloqués sur le rond-point du choix et qui souhaitent bénéficier de mon éclairage et se remettre en mouvement. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Catherine Testa, entrepreneure engagée et la fondatrice de l'Optimisme, le premier média positif français, un média qui fait le choix affirmé de mettre en lumière des initiatives audacieuses, positives et inspirantes en France pour donner à sa communauté l'envie d'agir. Catherine Testa est également l'autrice de 3 livres qu'elle a publiés aux éditions Michel Lafon, Oser l'optimisme, Oser être soi, même au travail, et le dernier en date, Synchronicité. Catherine et moi avons enregistré notre conversation début janvier 2022 et je suis ravie de vous la partager aujourd'hui, en cette période 2022 où les nouvelles anxiogènes déferlent et s'amoncellent et où les peurs et les rancœurs semblent se multiplier et alimenter une tendance à la désespérance. Au milieu de notre actualité anxiogène, donc, je crois essentiel de rappeler combien être optimiste est un choix courageux et fructueux. Notre conversation qui a fait se rencontrer nos enthousiasmes autour des thèmes du choix et de l'optimisme a été riche et fera donc l'objet de 2 épisodes. La première partie est diffusée dans cet épisode et la seconde partie sera diffusée dans le prochain épisode, l'épisode 143. Alors sachez que Catherine Testa a travaillé une dizaine d'années dans le domaine du développement durable, puis du digital à l'international, avant de fonder l'optimisme.com. Il y a une tendance largement partagée à voir le verre à moitié vide. Une tendance qui est d'ailleurs entretenue par une actualité anxiogène largement relayée par les médias. Au fur et à mesure des années, Catherine a pu constater combien exacerber les problèmes ne résout rien et mobilise peu, et combien à trop se focaliser sur ce qui ne fonctionne pas et qui nous tire vers le bas, on en oublie de sublimer ce qui est beau dans nos sociétés et dans le monde. Avant de se lancer dans l'aventure de l'optimisme, Catherine rencontrait déjà régulièrement des Français qui portaient des initiatives positives, constructives et inspirantes. Elle a alors décidé de contribuer à ce que le biais d'optimisme supplante le biais de pessimisme en fondant le site l'optimisme.com, le premier site qui met en avant les initiatives positives en France avec cette intention de montrer à chacun qu'on peut agir. Très vite, le site a trouvé son public, grâce notamment à un puissant bouche à oreille, et aujourd'hui, ce sont plus d'1 million de personnes qui suivent l'initiative via les différents réseaux sociaux. Rapidement, l'équipe de l'Optimisme, qui est engagée pour faire bouger les lignes, a été sollicitée par le monde de l'entreprise pour aborder le délicat sujet du bien-être en entreprise et a lancé le site l'optimisme.pro, un média et réseau d'entreprises qui s'engage pour les collaborateurs et sur les sujets sociétaux fondamentaux. Catherine, et c'est important de le préciser je crois, n'est pas une optimiste de nature et son choix de vouloir faire de l'optimisme la nouvelle norme a été et constitue encore un véritable changement de paradigme pour elle-même et pour son activité. Au cours de notre conversation dans cette première partie, Catherine et moi parlons entre autres de son parcours et de l'évolution de sa relation avec le choix, de changement de paradigme, de changement de vie et d'aventure entrepreneuriale, de rooftop new-yorkais, de bottines Louboutin et de paires de baskets, de dissonance et d'harmonie,
Du choix de l'optimisme, de pourquoi c'est important et de comment faire concrètement, ou encore de peur, de courage, d'envie d'agir et de paire de lunettes. Sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. Catherine Testa, bonjour. Bonjour Ariane. Je suis ravie de vous accueillir dans Avez-vous choisi pour parler de deux sujets qui nous tiennent à cœur, qui sont l'optimisme et le choix. Et avant de parler de cette aventure que vous avez lancée en 2016, je crois, qui est celle du site l'optimisme.com puis .pro, on en parlera. Je suis curieuse de connaître la relation que vous entretenez avec le choix. Je pense que j'ai passé une bonne trentaine d'années, allez, au moins 25 ans, à ne jamais faire de choix, en l'occurrence, ou faire des choix par défaut, sans me poser de questions, parce que souvent on me dit tu es résiliente, c'est une chance d'être résiliente, tu t'adaptes bien. Bah ouais, mais la contrepartie de bien s'adapter en permanence, c'est finalement de ne faire aucun choix qui vienne chercher ce qui nous stimule vraiment. Et jusqu'à 25 ans, je pense, si ce n'est 30, je n'avais pas vraiment fait de choix. J'avais des facteurs chance sur le parcours, mais je crois que je n'avais pas fait de choix. Les premiers choix que j'ai faits, on se rend compte qu'on fait un choix quand on est un peu en opposition avec la norme, avec la bien-pensance de notre entourage proche. Et je crois que le premier choix marquant que j'ai fait, même si j'étais partie vivre dans des pays étrangers, où là, c'est déjà des choix, mais bon, c'est pas incroyable, c'est le fait de devenir entrepreneuse alors que j'avais une carrière classique et rêvée. Donc, vous avez senti évoluer au fil des années, peut-être des événements, votre relation au choix. Qu'est-ce qui a été le déclic, justement, qui a fait que vous êtes lancée dans cette aventure entrepreneuriale? Est-ce que ça a été une prise de conscience, une opportunité que vous avez saisie? Pas du tout d'opportunité en soi. Moi, je viens d'une famille qui n'est pas du tout entrepreneuriale, hein. J'ai vraiment autour de moi, ma famille, c'est plutôt des personnes qui ont fait carrière, vous savez, au sein d'une même entreprise pendant 30-40 ans, ou des agriculteurs. Donc, on est vraiment sur deux métiers et deux parcours très différents de celui de l'entrepreneuriat. J'ai fait le choix parce que je crois que ça s'est imposé à moi. À un moment donné, je ne pouvais plus me défiler face au choix. Je sentais, il y avait une sorte de vibration, vous voyez, je fais beaucoup de métaphores autour du son, autour de la musique, et j'avais l'impression que ma note à moi, vous savez, n'allait pas dans la partition de la société, alors je dirais pas dans laquelle je travaillais, mais de la société plus globalement. Je savais que la note n'était pas posée au bon endroit. Ça paraît bizarre dit comme ça, mais c'est la seule façon dont j'arrive à le formuler. Et je me rendais compte que j'avais envie de parler d'optimisme, que personne n'en parlait. Je trouvais ça bien curieux. Et à un moment donné, comme personne n'en parlait, je me suis dit, OK, je vais le faire avec toutes les craintes, en fait, qui viennent quand on fait un choix. En fait, justement, parce que voilà, on sait toujours ce qu'on quitte, on ne sait jamais ce vers quoi on va. Par contre, je crois que il y a eu un déclic que je raconte dans le premier livre. J'ai lu une citation: si tu n'aimes pas l'endroit où tu es, bouge, tu n'es pas un arbre. Ça peut paraître complètement idiot comme raison de changer, mais j'y peux rien. Ça a été ma raison de changer. Mais j'imagine que vous voyez, c'est une goutte d'eau en plus sur un vase qui probablement débordait de raisons d'avoir et d'envie de changer. Oui, c'est ça, c'est cette phrase qui agit presque comme un catalyseur, en fait, qui vient nommer ce qui est en train de bouillir, de mijoter peut-être depuis longtemps, et puis à un moment donné de bouillir, et vous vous dites, bon, bah voilà, c'est un peu le signe que j'attendais, entre guillemets. Je prends cette phrase-là comme l'autorisation, quelque part, à me lancer. Alors, c'est exactement ça. Et dès qu'on change de route, en fait, on est en veille de doute, mais du doute des autres. C'est-à-dire que moi, tout le monde m'a dit, mais tu te rends pas compte, tu avais un bon job, mais tu te rends pas compte, tes collègues sont tes potes, mais tu te rends pas compte, ton boss, vous t'adorez ton boss, mais tu te rends pas compte, tu avais la possibilité de vivre aux États-Unis, ouais, et si jamais, et si jamais tu ne retrouves pas de boulot. Et je m'étais vraiment dit à un moment donné, si jamais ça marche pas, si mon idée, elle est ubuesque, qu'est-ce que je vais faire en fait? Qu'est-ce que je vais faire? Comme si j'allais pas retrouver un boulot. Mais derrière, mes compétences, elles restent les mêmes. En fait, je vais pas perdre des compétences. Je vais acquérir de nouvelles, de la matière.
mais je n'allais pas perdre mes compétences de base. Et ça, c'est très difficile à envisager quand tous les autres te disent et ça, et ça, et ça, et si tu n'arrives plus à vivre, etc., etc. Et puis c'est vrai quand faire un choix, c'est aller vers quelque chose et abandonner d'autres choses. Et ça, c'est cette notion d'abandon, en fait, il faut être très à l'aise avec ça quand on devient entrepreneur. Alors, pour toutes celles et ceux qui écoutent le podcast qui veulent devenir entrepreneur, c'est certain qu'au démarrage, on n'a pas la même qualité de vie que quand on est salarié. C'est-à-dire que généralement, on a un peu moins de salaire, on a un peu plus d'angoisse, il y a beaucoup plus d'incertitudes. Alors, mais en échange, effectivement, on n'a plus de problèmes forcément managériaux ou d'autres sujets. Par contre, on perd quelque chose pour gagner quelque chose d'autre. Et ça, il faut être à l'aise en se disant, on n'aura pas tout en même temps. Ça revient au bout de quelques années. Hein. De toute façon, après 5-6 ans d'entrepreneuriat, quand vous commencez à avoir une équipe, vous reperdez de la liberté, vous retrouvez les mêmes contraintes dans le sens inverse, en l'occurrence. Mais c'est du parcours de vie qui s'explore, en fait. Cette notion d'exploration, je sens comment elle résonne en fait pour vous. Et j'aime beaucoup l'image que vous avez utilisée de la musique. C'est un univers qui me parle beaucoup en tant que musicienne. Et j'aime beaucoup l'idée que vous disiez, vous entendiez quelque part votre note. Et cette note-là se trouvait soit sur la mauvaise partition, soit dans le mauvais orchestre quelque part. Mais j'entends que vous avez quand même assez vite perçu que vous étiez sur des rails, c'était plutôt facile, ça marchait bien. Donc, sur le papier, dans l'idée qu'on se fait de ce qu'est la réussite et de ce qu'est la valeur, la richesse, le succès, etc., c'était parti, il n'y avait pas de doute. Donc, autour de vous, personne n'en avait. Et vous, plus ça allait, plus vous étiez dans une perception de cette dissonance, de cette disharmonie. Et vous avez, à un moment donné, saisi les signes qui étaient autour de vous et vous vous êtes dit, ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est d'entreprendre ma vie à ma manière. C'est ça que j'entends. Et du coup, d'aller choisir où je vais jouer ma note, où est-ce que je vais jouer de mon instrument. Parce que le problème, c'est pas ma note, c'est que peut-être que je la joue pas au bon endroit. C'est ça? Alors, c'est exactement ça. Vous avez très, très bien résumé. Et j'aime bien donner une anecdote, en fait. J'ai eu de la chance dans mon parcours, c'est de passer du temps toute seule. Je suis partie aux États-Unis, j'ai tout laissé à Paris, ce qui m'a donné le temps finalement de me retrouver. Et puis, pour monter mon projet, après, je suis partie à Barcelone, en fait, où je ne connaissais personne pour redevenir presque véritablement moi. Parce que sinon, on est en permanence la somme de tous les gens qui nous entourent, amicaux, familiaux, amoureux, etc., etc. Et je me rappelle d'un moment, tout à l'heure, vous parliez de la réussite et de l'illusion de la réussite, où je suis à New York, où je suis invitée, vous savez, dans ces soirées qui s'organisent dans les rooftops des buildings, des soirées assez privées, où finalement se mêlent complètement le business et la vie perso. Et voilà, quand on bosse aux US, on ne sait plus en fait ce qui est de la vie perso, de la vie pro. En fait, on ne comprend plus vraiment. Et je me rappelle, moi, je suis quelqu'un de très roots, très, très nature. Je viens de la Normandie. Je passe plus de temps en bottes classiques qu'en bottes Louboutin, quoi. Mais quand j'arrivais à New York, donc je marchais toute la journée en tennis. Et puis, c'est un truc qui est très culturel aux New-Yorkais, aux New-Yorkaises. On met les chaussures au pied du building. Vous savez, on met les talons au pied des buildings, quoi. Et du coup, j'enfile ces talons et pour moi, je rentre dans un personnage, en fait, parce que c'est plus la même personne. Enfin, quand on passe de Converse au talon, notre démarche, il n'y a plus rien qu'il y a à voir, quand bien même on est la même robe. Et je me rappelle monter là et ce moment, vous savez, cette sorte de fulgurance où je me demande, mais est-ce que eux aussi, ils ont des Converse dans leur sac? Et ou alors, est-ce que eux aussi sont en train de jouer un personnage ou est-ce qu'ils croient à cette propre histoire, en fait? Et c'est là que je me suis rendu compte du décalage, avec la chance d'être encore assez extérieure pour avoir cette phase de recul en me disant, et cette soirée, elle est vraiment très, très, très notée dans ma tête, c'est est-ce qu'ils croient à cette histoire, en fait? Parce que moi, j'étais déguisée. Voilà, moi j'étais déguisée, ce n'était pas moi. C'était parce que c'était comme ça. Quand je vous dis un non-choix, c'était presque, finalement, j'avais bien fait le choix de répondre OK pour aller à la soirée, mais c'était un choix par défaut. En fait, je ne m'étais jamais posé la question, est-ce que j'ai vraiment ou pas envie d'aller à cette soirée? Oui,
Ça faisait partie du package du personnage qui est cette businesswoman qui arrive, qui débarque à New York et qui crée sa place et qui monte les échelons. Et en même temps, vous avez senti là à nouveau ce côté grand théâtre de la vie. Moi, j'aime bien souvent comparer ça au 19e siècle, quand tout le monde allait au théâtre, autant pour voir que pour être vu. Il y a un petit côté comme ça de mise en représentation des personnes, des situations. Surtout à l'américaine où ça peut être parfois un petit peu exacerbé. Donc, quand vous parlez là de votre reconversion professionnelle, ce qui m'a marqué aussi dans votre parcours, c'est que c'est presque bien plus qu'une reconversion professionnelle, c'est presque un changement de paradigme puisque vous n'évoluez pas à ce moment-là dans un univers qui respire l'optimisme, qui fait de l'optimisme son fonds de commerce, comme on pourrait dire. Et puis, par contre, vous faites le choix presque à un 180 degrés de vous dire, moi, je vais créer un site qui va être le premier média positif français et j'ai envie de faire rayonner l'optimisme auprès des Français. Comment on passe de l'univers qui était le vôtre, et si vous voulez en dire quelques mots, à celui de l'optimisme et d'en faire un projet presque sociétal, quoi. Ouais. Alors, peut-être pour les auditeurs, je vais revenir sur mon ancien univers. À la base, je suis diplômée en physique-chimie. Il faut quand même l'expliquer. Et derrière, en développement durable. Mais diplômée à une époque où c'était pas du tout la mode que de travailler dans ce domaine. Et à l'époque, donc, il y avait soit globalement les écolos, qui me caractérisait pas du tout, j'étais pas du tout écolo, ni militante, ni quoi que ce soit. Pour moi, le développement durable, c'était vraiment du pur bon sens. En se disant, il faut prendre aujourd'hui une entreprise dans sa globalité, dans son territoire, avec ses salariés, dans l'économie, avec la planète, etc. C'était vraiment la vision du développement durable. Donc, je viens de ce domaine-là. Et donc, j'ai bossé là-dedans de 2007, toute jeune, je veux dire, mes premières années, c'était à l'ADEME, et jusqu'en 2015, donc 2000 ou 2016. Et j'étais vraiment très, très désillusionnée, en fait, parce que quand on potasse les rapports du GIEC, quand tous vos copains sont parce que moi, mes meilleurs potes, évidemment, sont des copains de promo qui travaillent au tri des déchets, à la gestion de l'eau, ou dans les services développement durable des grands groupes ou des collectivités territoriales. Il y a de quoi déprimer, parce que quand on a lu les études, la science, on a l'impression un peu d'aller droit dans le mur, littéralement, quoi. Et je me disais, pourtant, en parallèle, donc, je voyais beaucoup de gens qui ne prenaient pas du tout en compte le sujet, en se disant que ce n'était pas un sujet business, globalement. Alors que je voyais des personnalités incroyables qui s'engageaient à leur échelle, que ce soit des citoyens dans la ruralité, dans la ville, peu importe, que ce soit des assos, mais ou que ce soit des personnes dans leur entreprise qui essayaient d'avoir un petit impact, aussi minime soit-il. Et je me disais, c'est ça qui va faire avancer les choses. C'est la somme des uns et on peut déplacer le centre de gravité de la norme. Par contre, on ne peut pas faire comme… on n'enthousiasmera jamais personne en rendant un sujet chiant, en fait. Pour être très clair, aller lire les rapports du GIEC, c'est pas sympa, c'est anxiogène, donc on a naturellement l'envie de pas le voir, c'est classique. Et j'avais envie de me dire, on a un temps limité sur Terre, autant essayer d'avoir un impact, mais pour avoir un impact, il faut se dire que c'est possible d'avoir un impact. Il faut se dire, un podcast comme le vôtre, justement, permet de se dire qu'on peut faire des choix, mais… je crois que toute personne qui a envie de changement va lire des dizaines d'articles de personnes qui vont leur dire « T'en fais pas, ça va bien se passer. Au pire, tu apprendras des choses. Même si tu reviens sur ton idée, voilà. » Et moi, c'est exactement cette envie que j'avais en fait avec l'optimisme en me disant il faut réenthousiasmer, réallumer un peu les enthousiasmes vivants des uns et des autres, tout simplement, pour donner l'envie d'agir
parce que la pure contrainte, le pur pessimisme ne va pas changer les choses. Je suis d'une nature plutôt pessimiste, hein. De toute façon, tous mes copains sont des collapsologues, plus ou moins. Et s'ils ne sont pas collapsologues, alors pour les auditeurs, les collapsologues, c'est ceux qui sont persuadés que le monde va s'effondrer à horizon 30 ans, ou du moins se réinventer. Et moi, ça me va très bien. Mais on ne peut pas se nourrir que de ça. Il faut se nourrir d'envie. Et si chacun on va dire, se réattribue sa juste note et la place au bon endroit, en fait, la note sonnera juste et ça permettra de changer le centre de gravité des normes et ça permettra probablement d'aller beaucoup plus loin que la situation et que ce qu'on arrive à faire quand on a peur tout simplement d'agir et qu'on se dit que c'est pas possible, en fait. Parce que je crois que tout le monde se dit, mais c'est pas possible. Oui, c'est ça. Et c'est aussi faire le choix, pour le coup, de sortir de l'impression de subir et de se dire de toute façon, soit on veut pas le voir, soit de toute façon on le voit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, à mon niveau, les rapports du GIEC disent ça, donc qu'est-ce que vous voulez que j'y change, moi, voilà. Donc on continue pareil et puis on verra bien, ou alors on ajuste, mais à mon niveau, est-ce que ça change vraiment les choses? Dans le contexte actuel, on voit qu'en plus se rajoute par là-dessus l'impression d'incertitude, une forme de lassitude face à cet horizon qui se débouche de temps en temps, mais qui se rebouche régulièrement. Donc, face à ça, vous proposez l'optimisme, et notamment, et vous le dites d'ailleurs très bien dans votre premier livre, et vous le dites régulièrement aussi, c'est combien l'optimisme, est un choix conscient et individuel. Et je trouve que rien que ça, c'est déjà chouette à partager, de dire que on a aussi, en choisissant, on reprend le pouvoir aussi sur son propre territoire, son propre périmètre, et c'est le seul qu'on maîtrise, c'est soi-même. Donc, si je commence par revenir à moi et à voir comment est-ce que moi, je peux nourrir un peu à la fois ma flamme et puis ma capacité d'être un être agissant de manière répétée sur mon environnement, alors je vais voir ce qui va se passer. Est-ce que c'est un peu l'intention que vous avez posée avec l'optimisme ? Alors, c'est exactement cette intention, parce que en fait, l'optimisme donne l'envie d'agir et l'envie d'agir nous rend optimistes. Parce que quand on se sent moins démuni quand on agit, on sait qu'on agit sur un tout petit périmètre et il y a des métiers qui n'ont pas besoin finalement d'aller chercher une quête de sens, de cause. Quand on est infirmière, on sait qu'on sauve des vies, etc., etc. Par contre, moi, dans mon ancien domaine, je travaillais dans le développement durable et je me disais, mais quel est vraiment mon impact en fait? Et il y a plusieurs sujets dans celui que vous évoquez. Effectivement, on a naturellement, je ne veux pas faire d'injonction à l'optimisme. C'est-à-dire que si quelqu'un est auteur, si pour son art, finalement, il a besoin d'être, on va dire, déprimé, que ça lui va bien, pas de problème. C'est-à-dire que finalement, le pessimisme devient intéressant parce qu'il va nous alerter sur des sujets, parce que il va construire des poèmes, etc. Mais c'est quand même à la marge. L'optimisme, c'est un choix qui n'est pas évident. Et c'est-à-dire mais ça ne s'oppose pas au réalisme. Aujourd'hui, pour le coup, je consulte les médias, je suis au courant de ce qui se passe. Par contre, j'ai pas envie que ça m'impacte moi dans mes choix. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Je pars en Normandie, je m'enferme pendant 6 mois, j'écris un livre, j'attends que la crise passe et voilà. Mais est-ce que c'est la plus belle contribution que je peux faire au monde? Je suis pas bien sûre, en fait. Donc l'enjeu, c'est de se dire, ok, face à une réalité, comment est-ce que moi je peux agir à mon niveau, en espérant que d'autres agissent à leur niveau et je ne suis pas optimiste tous les matins, hein, sincèrement, surtout quand on est à la tête d'une entreprise, il y a des trucs qui nous rendent dingues, en fait, comme tout le monde. Et les optimistes vivent aussi des phases de vie compliquées. Hein, on vit des ruptures, on vit des deuils, on vit des changements de vie, enfin, plein de choses. Et ça, et le véritable enjeu, c'est de se dire, OK, de l'accepter, c'est pas de nier les émotions, mais à un moment donné de se dire ok, maintenant j'ai 2 choix, lequel je choisis, sachant que le choix de l'optimisme est plus difficile parce que l'optimisme, quelqu'un qui est optimiste, on va lui demander ce qu'il fait. Quelqu'un qui est pessimiste, on va comprendre qu'il ne fasse rien. Ça c'est important. Vous pouvez répéter ça? Alors, quelqu'un qui est optimiste, on va lui demander sur quoi il agit, ce qu'il fait et pourquoi il est optimiste. Que quelqu'un de pessimiste, ça va être OK, s'il ne fait rien, on va le comprendre qu'il ne fasse rien.
Donc finalement, l'optimisme, c'est aussi une responsabilité, une responsabilisation, et c'est un choix courageux. Il y a beaucoup en France, hein, et ça c'est vraiment un truc très franco-français, dans les plateaux Culturel. TV, vous voyez les penseurs qui viennent nous décortiquer des domaines dans lesquels ils ont même eux-mêmes jamais travaillé. Alors, ils ont plein de savoirs, plein de sciences, c'est hyper intéressant, mais c'est pas du tout ce qu'on va voir par exemple sur des plateaux américains, où là ça va être l'exact opposé. On va voir des jeunes entrepreneurs tout foufou, limite gourou positif en fait. Mais vous voyez, entre ce qui se passe aux US et ce qu'on a en France, il y a peut-être aussi un juste équilibre à trouver, en se disant que non, faire la gueule, ça rend pas plus intelligent. Juger les autres parce qu'ils n'ont pas compris les enjeux, ça fait pas de nous quelqu'un de meilleur. Et je crois que ça, c'est tout l'enjeu, c'est cet enjeu peut-être d'empathie envers les autres aussi, qu'il est important, et se dire, on est tous à un moment de notre parcours, à un jour, et où on peut changer à 20 ans, on peut se rendre compte. Moi j'admire mes copains de lycée qui arrivaient à imposer de faire de l'art. Hein. On parlait de non-choix tout à l'heure. Je pense que si j'avais réfléchi, je n'aurais pas du tout fait de la physique-chimie. Hein. Et puis il y a ceux qui changent à 18, à 18, aller vers ce qui les stimule, d'autres à 20, d'autres à 30, d'autres à 40, d'autres à 50, d'autres à 90. Et tout va bien, en fait. Chacun est sur son chemin. Sur son chemin de vie, en fait. Tout est juste, de toute façon, et il n'est jamais trop tard pour démarrer quelque chose ou pour changer quelque chose. Exactement, et pour le coup, je me suis bien longtemps demandé ce que j'avais été faire en physique-chimie, hein. Et régulièrement, ça me sert, en fait. Donc, c'est ça aussi, c'est de ne pas renier l'existant, en fait. C'est-à-dire que si on continue dans une voie, hein, parce qu'on peut se dire, attends, pendant 3 ans encore, je vais attendre que mes enfants grandissent, que j'ai ma promotion, peu importe, hein, ce qu'on attend, on se dire, je ne sais pas encore, mais je suis en train d'acquérir des compétences, des savoirs qui me serviront après. Moi, j'ai l'impression que j'ai 1000 choses qui m'ont servi, alors que c'était pas donné d'avance que la physique quantique me serve un jour. C'est ça, et ce que je trouve très important, c'est effectivement de mettre en avant ça, de dire qu'il n'y a pas des… Moi, j'interviens beaucoup auprès de jeunes, justement, dans les âges que vous évoquez, au lycée ou même début des études, et qui, pour beaucoup, s'interrogent sur est-ce que je suis à la bonne place et qu'est-ce que je vais faire après. Et en fait, de souligner et de répandre ce message que, de toute façon, tout est utile, tout est juste, et que tout vient nourrir aussi notre chemin dans sa singularité, et qu'à un moment donné, tout est transférable et tout est applicable d'une manière ou d'une autre. Je trouve que c'est un message qui, pour le coup, est très optimiste et très plein d'espoir sur le fait que il n'y a pas d'erreur, en fait. Il y a des expériences qu'on fait et qui viennent s'accumuler, qui viennent faire un effet même cumulatif et qui va nourrir, en fait, et qui va tracer le sillon qui est notre propre sillon sur notre chemin, quoi. Exactement. Et je crois beaucoup aussi au parallèle. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, il y a plein d'artistes qui ont des… Moi j'ai quelques potes artistes, alors pas beaucoup, mais j'en ai quand même quelques-uns. Quand ils me font des parallèles entre le milieu artistique et la société, je trouve ça incroyable, en fait. Et vous voyez, peu importe notre domaine, hein, que vous soyez aujourd'hui, que vous travaillez au sein d'un grand labo et que demain vous ayez envie de travailler sur la qualité de vie au travail, en fait, il y aura toujours des parallèles, des méthodologies à prendre là pour les mettre ailleurs. Et c'est ça dont manque fondamentalement souvent notre société, c'est du transfert finalement de compétences, parce qu'on est dans une société qui est silonnée dès le démarrage, en fait. Soit on fait S, soit on fait L, soit on fait la fac, soit on fait une école, soit on fait de la recherche privée, soit on fait du public, soit on fait du grand groupe. Vous voyez, on a toujours tendance à segmenter, en fait, et du coup, ouais, et on va plus, typiquement moi, j'ai très peu de potes littéraires, parce que j'étais dans un lycée où il y avait 7 classes de S et une demi-classe de littéraire, donc j'ai très peu de copains, en fait. Alors maintenant, j'ai plus des philosophes, parce que forcément, quand on parle d'optimisme, on rencontre beaucoup de philosophes, de psychologues, et mon métier depuis 5 ans m'a permis ces rencontres, mais pendant des années, j'ai été très éloignée de certains domaines. Et ça, je pense que c'est intéressant aussi de s'en rendre compte, parce que qu'est-ce que c'est intéressant de rencontrer des gens qui n'ont pas du tout le même background, pas la même culture, pas la même vision de la vie. C'est ça qui nous enrichit, en fait. Pas les mêmes paires de lunettes, et donc avec cette possibilité qu'on a, en s'intéressant à l'autre, de créer des ponts
Et Oui. aussi de mieux se comprendre soi pour pouvoir justement avancer de plus en plus avec justesse, hein, pour reprendre cette terminologie musicale. Moi, j'aime beaucoup ce mot de justesse, aussi au sens musical. Donc, il y a de moins en moins de dissonance, il y a de plus en plus d'alignement et d'harmonie dans ce qu'on trace, en se nourrissant des autres et de soi. Oui, et pour revenir sur la métaphore musicale, c'est vrai que moi j'ai toujours vu la vie comme alors soit une pièce de théâtre où il y a des changements de décor réguliers, des cassures de rythme, soit une mélodie en fait. Vous voyez, sur une partition, il y a toujours des temps plus rapides, d'autres plus lents. Il y a la pause qui est hyper importante dans la musique. En France, on valorise pas la pause, on valorise pas le temps de réflexion. On se dit qu'on est en train de perdre son temps. Dès que vous commencez, par exemple, à quitter une boîte, faire un coaching pendant 6 mois, vous êtes sûr que vous avez des gens qui se disent, mais alors tu fais quoi? Attends, je prends le temps de réfléchir à ce que je vais faire pendant les 25 prochaines années. Faut le valoriser, ça. Et là, bah, attends, tu devrais quand même retrouver un taf, machin, etc. Bah ouais, mais attends, si je prends ce temps-là, au contraire, je vais mieux servir la société si j'ai pris le temps de me découvrir moi-même et de savoir où j'ai besoin d'aller. Et vous voyez, ce silence, par exemple, comment ça s'appelle, on le valorise pas. Et puis dans la partition de musique, de temps en temps, il y a les 2 points qui font revenir aux mesures d'avant, vous voyez, parce qu'on n'a pas bien compris la leçon. On repart. Et vraiment, j'ai une sorte de métaphore musicale en permanence qui je trouve est intéressante à envisager quand on envisage sa vie. Vous savez, on fait des repeats parce qu'on n'a pas appris. On retombe toujours sur le même type de mec ou de couple parce qu'on n'a pas appris la leçon. Et puis après, on va passer à la mesure d'après qui va peut-être être plus douce, etc., etc. Et à travers ce que vous dites là, ça me fait rebondir sur ce que vous évoquiez, sur le fait que vous n'avez pas grandi en tant qu'optimiste. Ça a plutôt été justement une prise de conscience et un choix, une posture qui a été choisie en conscience. Et en même temps, vous le décrivez très bien, vous êtes aussi entrepreneur, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes dirigeante, vous avez des équipes à manager, donc un quotidien au-delà de la société dans laquelle on évolue et du contexte particulier qui assombrit encore un peu plus le tableau, il y a d'excellentes raisons de râler, de pas être content, de trouver que tout est nul et qu'on va dans le mur. Donc, comment est-ce qu'avec tout ça, malgré tout, vous réussissez à réactiver régulièrement votre optimisme et concrètement, vous faites comment? La rencontre. C'est-à-dire que je crois qu'on est très, très influencé par son entourage en permanence. Donc, j'ai scanné toutes les personnes de mon entourage. C'est terrible à dire, mais c'est la réalité. J'ai regardé ceux qui, à la fin d'une soirée, m'apportaient plus ou moins d'énergie. Vous savez, il y a ces soirées d'où on sort, on se sent vidé, en fait. Et ces soirées de gens qu'on ne connaît pas forcément, où on se sent rempli parce qu'on a échangé, on a partagé, et c'était quelque chose d'assez enivrant. Et pour la bien-pensance, pour la norme, on se dit, bah, attends, c'est un ami d'enfance, alors on continue à y aller, mais en fait, à chaque fois, on rentre en se disant, ah, je suis fatiguée, etc., etc. Donc, il y a eu déjà ce marqueur en me disant, bon, l'enjeu, c'est pas que je vais jarter tous les pessimistes de ma vie, parce que j'en ai bien besoin, c'est mes amis profonds, hein, mais de circonscrire la personne à qui elle est sans que ça ait un impact sur moi. C'est-à-dire que tous ces biais d'opposition, etc., de se dire, bah, tu as le droit de penser ça. Moi, je suis d'accord avec tes constats. Par contre, moi, j'ai besoin de stimulation, d'optimisme et d'envie de vivre. Donc ça, c'était peut-être la première chose, en fait. Savoir voir la magie partout. C'est-à-dire que je fais partie des personnes, vous pouvez m'envoyer sortir avec un masque au milieu de Paris où c'est pas très très joyeux en ce moment. Je vais m'émerveiller parce que je vais voir une œuvre de street art parce qu'un mec aura collé un autocollant. Je vais m'émerveiller parce que je vais voir une architecture. Vous voyez, notre capacité d'émerveillement qu'on n'a jamais travaillé parce que, étant enfant, ça paraissait un peu niais de s'émerveiller pour tout et pour n'importe quoi. Non, mais enfin, ça paraît presque abscon, en fait. Mais j'ai cette capacité de m'émerveiller encore aujourd'hui de l'autre, des autres, d'une fleur, de petites choses vraiment du quotidien qui, je crois, me donnent confiance, en fait, en la vie. Je choisis ce que je regarde. Hein. Très, très souvent, je l'explique, j'ai 2 téléphones que je fais tourner sur des réseaux différents. Un qui tourne classiquement
sur des réseaux à la fois classiques et à la fois décalés, à savoir Telegram, Signal, etc., etc. Et j'ai un autre téléphone que j'ai dressé et éduqué à aller chercher des trucs positifs parce que c'est l'algorithme en fait qui nous montre ce qu'on a envie de voir, hein. Donc plus chacun clique sur des faits divers ou des news anxiogènes, plus naturellement on va vous montrer ça parce qu'on a l'impression que c'est ça qui vous intéresse. Donc j'ai vraiment 2 téléphones. Et ce que ça m'a appris, c'est qu'il y a 1000 visions de la réalité. C'est-à-dire que vous consultez mon téléphone A, vous vous dites soit qu'on est dans le pire des mondes, soit dans le pire des complots, et vous consultez mon téléphone B, vous vous dites que le monde est merveilleux. Voilà, et vous avez l'impression que partout, voilà, il y a des personnes comme vous, il y a des gens qui agissent, qui sont incroyables, de vie, d'envie, d'initiative. Et en fait, c'est ça en fait, qui me permet de garder mon enthousiasme, qui est un enthousiasme choisi, défini. Tout à l'heure, on parlait d'optimisme choisi. C'est parce que je choisis ce que j'ai envie d'aller regarder. Ça ne veut pas dire que je nie le reste, hein, parce que je vois tout, en fait. Et je pense qu'il y a très peu de gens qui se prêtent à cet exercice, hein, parce que voilà, on juge sans arrêt l'autre, il pense ça, etc., etc. La réalité, mais regardez, vous comprendrez que personne n'a la même vision du monde, en fait. Enfin, voilà, Ariane n'a pas la même vision que Catherine, qui n'a pas la même vision que la personne qui est en train d'écouter aujourd'hui ce podcast, en fait. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ce que vous décrivez là dans toujours l'importance du choix, c'est-à-dire de cette démarche de prise de conscience et de choix de sa posture face à notre environnement, c'est-à-dire de ne pas le subir, mais plutôt de faire un choix éclairé de qu'est-ce que je veux, quelle est la paire de lunettes que je choisis de déposer sur mon nez et par voie de conséquence, comment j'organise en fait mon environnement dans les choses les plus concrètes du quotidien comme le téléphone jusqu'à son environnement professionnel, personnel. C'est les personnes qui nourrissent notre quotidien finalement. Et j'aime beaucoup, c'est ce que je pratique aussi, d'être très au clair. Je crois que c'est ça que vous dites sur quelles sont mes limites en fait. Qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui n'est pas OK, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir, qu'est-ce qui me galvanise par opposition à qu'est-ce qui me vide, notamment en termes d'énergie. Je crois que c'est effectivement un excellent indicateur pour petit à petit affiner justement sa partition de qu'est-ce que j'ai envie de jouer au quotidien et comment j'organise ce quotidien pour qu'il soit à mon service et que je n'ai pas juste à subir. Parce que je crois que c'est ça aussi le monde dans lequel on vit. On a toute une masse d'informations qui nous arrivent par défaut. C'est extrêmement difficile à filtrer et donc c'est à nous de poser ces filtres, c'est à nous de choisir consciemment qu'est-ce que je vais aller regarder, qui est-ce que j'ai envie d'écouter, comment j'ai envie d'alimenter mon moteur au quotidien pour que, idéalement, il me fasse avancer de la manière la plus harmonieuse et la plus joyeuse possible, quoi. Et en plus d'être OK, si notre carburant, finalement, peut paraître un peu bizarre. C'est-à-dire que si écouter Claude François vous met de bonne humeur, dans la société, ça fait un peu couillon d'écouter Claude François. Oui, mais enfin, regardez, même les plus bobos en soirée dansent sur du Claude François. Vous voyez, il y a de l'énergie. Alors, on aime ou on n'aime pas Claude François, je peux le faire avec n'importe quel groupe. Mais être OK si c'est ça. Être OK si c'est tout seul. En se disant, écoute, si tu préfères passer un samedi soir toute seule, si tu es content, alors voilà, pour les célibataires, si tu préfères passer un samedi soir toute seule ou si tu as envie que tes enfants soient gardés par les grands-parents, être OK avec ça. Vous voyez, en se disant, c'est une dose d'énergie qui fait que tu vas être mieux demain au service des autres. Et il y a aussi tout à l'heure, vous évoquiez effectivement la notion de regarder les médias, regarder l'entourage, mais aussi à regarder à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que je crois qu'une fois qu'on se rend compte qu'on est complètement dysfonctionnel, hein. Par exemple, et à travers différents outils, la dernière fois, j'ai découvert, je ne connaissais pas du tout l'analyse transactionnelle, en fait, qui explique que parfois, on est des enfants soumis face à quelqu'un ou des parents normatifs face à quelqu'un d'autre, en fait. Mais se comprendre à l'intérieur, c'est se dire, mais plaise, je suis ça, c'est vrai, j'ai une sorte de totale soumission face à quelqu'un et d'autres, je suis plus dominante, en fait, vous voyez. Et c'est hyper intéressant et c'est pour ça que et en plus, ça nous montre à quel point on est tous imparfaits, en fait, et tout va bien, en fait. Soit on se dit qu'on est tous parfaits, soit on se dit qu'on est tous imparfaits,
Mais c'est pour ça que c'est toujours une grande exploration de soi, à l'autre, à l'environnement. Et tout à l'heure, je parlais, alors, j'ai pas mis le mot aventure, expérience, je crois que j'avais mis le mot expérience, mais pour moi, c'est une grande aventure. La vie, c'est une grande aventure. Tout d'un coup, on apprend à 35 ans un truc où on s'est dit, mais moi, je pensais l'inverse à 25, en fait, et j'étais sûre de moi à 25. Et en fait, c'est cette sorte de grande aventure qu'on vit à l'exploration de soi, à l'exploration du monde, à l'exploration des autres, et d'être très à l'aise, en fait, avec ça, si on commence l'aventure à 40, 50, 60 ans, peu importe. Oui, en sachant que l'aventure, de toute façon, a déjà démarré dès le premier jour, voire même avant, Exactement. selon les croyances, et qu'en tout cas, encore une fois, tout est juste et tout vient nourrir le chemin. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste toujours beaucoup. Comme vous disiez très justement, il ne s'agit pas de renier tout ce qui s'est passé avant, Exactement. mais plutôt de se dire, OK, jusqu'ici, j'ai fonctionné comme ça. Aujourd'hui, ça me convient moins ou ça ne me convient plus du tout. Et j'ai envie de faire autrement. Alors souvent, les gens sont là un petit peu au bord du précipice en disant « bah oui, je veux changer, mais je ne sais pas comment ». Et donc, c'est là où finalement, la posture que vous proposez d'être optimiste, c'est-à-dire finalement d'être en ouverture et non pas en fermeture, hein, pour prendre une notion très visuelle, d'être vraiment dans l'ouverture, la curiosité, l'envie d'agir et d'avancer en se disant « j'ai pas tous les codes, j'ai pas tout le mode d'emploi, je sais pas exactement ce qui va passer, mais j'ai envie d'avancer et je prends le pari qu'il y a de bonnes chances pour que si j'avance, il y ait des rencontres, il y ait des opportunités, il y ait des possibilités qui commencent à jalonner de manière nouvelle mon chemin. » Et je crois que toute personne qui a un jour fait un changement de vie va témoigner dans le même sens. C'est que c'est quand on est ouvert que tout d'un coup se mettent en place les bonnes opportunités sur la route. Alors, est-ce que c'est parce qu'on les voit pas avant ou est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas les voir? Est-ce que, voilà, peu importe, là encore, c'est une question de croyance. Pourquoi est-ce que ça arrive? Voilà, il peut y avoir, on peut le voir de mille façons, hein, jusqu'à la façon dont la physique quantique peut le voir. Mais en fait, il y a aussi cette notion de toute façon, personne n'a les clés de demain. La réalité, elle est là. Du coup, toute personne qui s'est lancée a été forcément un jour effrayée. Et c'est avec ça, toute personne qui s'est lancée ne connaissait même pas les portes. Donc, on peut même pas avoir les clés parce qu'on connaît même pas les portes. Enfin, et vraiment, j'aimerais aussi témoigner. J'aurais jamais cru, en fait, en arriver là aujourd'hui. Et je pense que c'est précisément parce que je m'étais pas projetée, en fait, j'avais juste projeté une intention, en fait, de créer un projet autour de l'optimisme. Heureusement que je m'étais pas fait un business plan super, super arrêté, parce que jamais j'aurais été aussi loin, en fait. C'est le fait de savoir que je plongeais dans l'inconnu qui m'a mené bien plus loin que ce que mon esprit aurait été capable lui-même d'imaginer. J'aurais jamais imaginé écrire des livres, enfin, peu importe, en fait. Mais j'aurais jamais osé même imaginer. Donc, c'est en ça que cette notion d'ouverture, elle est hyper importante et que je crois qu'il faut beaucoup, beaucoup témoigner de tous ceux qui ont marqué un changement. Vous en faites pas, on est tous pareils en fait au démarrage et c'est vrai qu'on a peut-être tendance à l'oublier et souvent quand on voit des gens entre guillemets successful, on oublie toutes les années avant qui ont été de profonds doutes. Enfin, on est tous accompagnés, je veux dire, on a tous des mentors, des machins. Enfin, c'est complètement normal, mais ça, on ne voit que la réussite, on ne voit que ça a marché. Non, mais attendez, à l'intérieur, ça a bouillonné en fait. Un grand merci à Catherine Testa pour sa confiance, sa simplicité, ses partages authentiques, enthousiastes et inspirants, qui galvanisent et rassurent en même temps, et pour sa manière d'incarner combien faire le choix de l'optimisme est un choix de curiosité et d'ouverture courageux et fructueux. Alors, que vous a inspiré cette conversation ? Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation ? Comment allez-vous vous en imprégner ? Et quel est le petit pas que vous pouvez planifier et réaliser dans les prochaines heures, dans les prochains jours, pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici ? N'hésitez pas à me partager les idées, les déclics ou les questions que cette conversation a fait émerger. Je suis toujours curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent pour vous. Pour en savoir plus sur Catherine, je vous invite à consulter son site catherinetesta.com et bien évidemment, je vous invite à consulter les sites l'optimisme.com et l'optimisme.pro que vous retrouverez également sur les réseaux sociaux.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. La seconde partie de cette conversation à haute teneur en optimisme sera diffusée dans le prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, dites-le moi avec une constellation d'étoiles et un commentaire sur la plateforme Apple Podcast ou sur mon site. Vous pouvez également partager cet épisode aux personnes qui pourraient intéresser et peut-être même éclairer. Vos étoiles, vos commentaires en ligne et votre bouche à oreille, voilà le plus précieux des soutiens que vous pouvez apporter à ce projet pour le faire rayonner. Vous retrouvez tous les épisodes du podcast sur mon site orianesavoureluca.com et sur toutes les plateformes du podcast. Pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi pour être informé dès la publication d'un nouvel épisode, bien sûr, et également pour recevoir la graine de la semaine. C'est une graine sous la forme de réflexions et de questions que je sème par mail le lundi et que je vous invite à faire germer au fil de votre semaine. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour la seconde partie de cette conversation Avez-vous choisi. Et d'ici là, qu'allez-vous choisir ?